Merci de me donner la parole pour évoquer la question du panafricanisme et de l'afrocentricité. À la fin de mon exposé, je reviendrai très rapidement sur certaines choses que j'ai pu entendre, à la fois sur Haïti Toussaint l'ouverture et sur la question de la traite. Le panafricanisme est une démarche englobante et nous allons voir que l'afrocentricité en tant qu'orientation intellectuelle s'inscrit dans le panafricanisme. Mais il faut revenir aux conditions historiques qui justifient ce qu'on entend par le panafricanisme et ce qu'on va entendre plus tard par l'afrocentricité. C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, en fait, c'est un mouvement qui est à la fois spirituel et matériel, de libération et d'émancipation contre les structures qui ont organisé le proto-colonialisme de la traite. Parce que ce qu'on appelle la traite des Noirs est une forme, et c'est la forme initiale de la colonisation dans un certain temps. Ce n'est pas nécessairement le premier choc en termes de domination entre les civilisations africaines ou négro-africaines et les civilisations extérieures à l'Afrique, les civilisations dites indo-européennes et les civilisations sémites qui sont un mélange complexe entre les indo-européens et les afro-asiatiques. C'est donc le proto-colonialisme de la traite qui est en fait à la base de ce mouvement de libération. Parce que la traite, c'est tout un système d'anti-civilisation. C'est une civilisation retournée, invertie et pervertie qui repose essentiellement sur deux mécanismes que j'appelle la capture négrière. Les négriers ont capturé des Africains en nombre important et à partir de la capture négrière, on a institué la captivité nègre, c'est-à-dire la mise en domination, en dépendance, en colonisation des sociétés, cultures et civilisations de l'Afrique noire. C'est contre cet état historique qui, de manière décisive pour ce qui concerne la traite dite atlantique, part du 15e siècle au 19e siècle que le panafricanisme va réagir. Parce que le panafricanisme vise à désesclavagiser, si on peut dire comme cela, les cultures et civilisations négro-africaines qui ont été attaquées par cette agression, cette prédation proto-capitaliste. Parce que le capitalisme en tant que système historique a, pour s'instituer et s'établir avec comme base l'Europe occidentale et ensuite l'Amérique du Nord, utilisé un niveau monumental de violence et de prédation. Et ce que nous appelons la traite rentre dans cette logique de la prédation proto-capitaliste qui a permis à un certain nombre d'acteurs sociaux, de groupes sociaux, de classes, notamment ce qu'on appelait les classes bourgeoises, de s'enrichir et qui a permis aux formations sociales dont ces classes bourgeoises étaient ressortissantes de se constituer l'un des tremplins pour leur projection mondiale. Ça ne veut pas dire que tout le processus, encore que c'est un processus complexe, de monter en puissance des formations sociales ouest-européennes, ce qu'on va appeler occidentales, ne soit que l'effet de la traite, mais la traite y a joué un rôle pour le déploiement mondial de cette puissance qui était déjà constituée. Encore que ces mécanismes sont constitués, on y reviendra dans les questions. Il faut donc évoquer, et ça le professeur Sindjoun Pokam l'a fait, l'événement de Haïti, et j'ai écrit la même chose, on ne s'est pas concerté, l'événement de Haïti qui est ce qu'on peut appeler le paradigme ou le modèle de l'universalisme concret. Ça veut dire que Haïti matérialise, complète, améliore et approfondit l'esprit de la Révolution française. Parce que la Révolution française est porteuse d'une contradiction anthropologique. Elle prétend rechercher la liberté universelle,
mais elle maintient au rang d'institution, comme l'a évoqué M. Balloch, l'esclavage. Et évidemment, contre cela, les Haïtiens ou futurs Haïtiens, les habitants de Saint-Domingue qui sont de manière ultra majoritaire des descendants d'Africains vont se révolter parce qu'ils voient que le message d'universalisme qui est celui de la Révolution française est un message déformé. Haïti, la Révolution d'Haïti, qui est lancée justement par ce qui s'est passé dans le rituel de Bois Caïman, qui est lancée à travers l'entreprise insurrectionnelle de Saint-Domingue, visait en fait à établir un humanisme universel au-delà de la question de la race. C'est donc une dynamique identitaire de construction d'un humanisme au-dessus des races qui est à la fois antiraciste et interracial. Parce que ce qui est fondamental, c'est la revendication de la dignité pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Et Haïti, et il y avait implicitement cela dans ce que le professeur Sindjoum Poka m'a dit, est au fait la première véritable révolution universelle. C'est-à-dire une révolution débarrassée du masque de l'ethnocentrisme, puisque le problème qui est posé, même s'il s'incarne dans le combat de libération des Noirs, c'est le problème de la liberté universelle de tous les hommes. Et c'est une résultante, comme on l'a vu, de la contradiction qui est liée à la Révolution française. Et Haïti est le premier modèle de la révolution anticoloniale. Il n'y a pas de bolivarisme pour l'ensemble de l'Amérique du Sud sans Haïti. Haïti est la révolution fondatrice de l'ordre moderne actuel, en ce que tous les hommes, quelle que soit leur race, leur religion, leur communauté, puissent aspirer à la liberté et à la dignité. Il faut donner cette place à Haïti, ce que Haïti mérite dans l'histoire universelle de l'humanité. Haïti est donc en fait l'esprit qui va saisir ceux qui vont s'interroger sur la nécessité de restaurer la dignité et la liberté des descendants d'Africains et des Africains. Parce qu'il faut le dire, le panafricanisme est une création des descendants d'Africains en situation d'oppression et de déportation ultracoloniale, liée avec l'économie de traite qui va s'installer aux Amériques et dans les Caraïbes. Cette pensée panafricaniste est donc portée par ces descendants d'Africains qui en réalité s'inscrivent dans une volonté de procéder à la libération mondiale des cultures et des civilisations d'Afrique. Cela va intellectuellement, qui va accéder à la rationalité, s'armer intellectuellement, qui va accéder à la rationalité universitaire dont l'Occident euro-américain disait avoir le monopole. Et ce sont ces élites formées dans les universités occidentales qui vont être du panafricanisme. Évoquons des personnalités comme Edward Blyden, évoquons surtout Anténor Firmin, qui est en réalité le premier grand égyptologue panafricaniste. Anténor Firmin, bien avant Du Bois, bien avant Cheikh Anta Diop, établit l'idée que l'Afrique est rattachée à Kemet, à ce qu'on appelle depuis l'Égypte. En fait, Aïgouptos, c'est un mot grec qui est la corruption du mot égyptien Kébet. La corruption du mot Kébet qui est l'un des noms que l'Égypte se donnait. L'Égypte s'appelait Kébet, Kemenou, Kamé, Kamo, ainsi de suite. Donc, Anténor Firmin, Blyden, Will Du Bois vont poser l'idée que le noir, comme tout être humain, est capable de grandeur, même s'il se trouve aussi, comme dans les autres civilisations, parfois dans des phases qui sont des phases de décadence ou des phases de niveau rudimentaire de civilisation. Cette conscience panafricaniste va passer ensuite à un niveau militant, activiste, avec des personnalités comme Sylvester Williams et surtout Marcus Mosiah Garvey, qui lui va essayer de lui donner un contenu concret en termes d'organisation et de logistique, notamment en militant pour la création d'un État noir, en militant pour un retour à l'Afrique. Et plus tard, au début du XXe siècle, va se mettre en place une jonction entre les descendants d'Africains
et les Africains de la terre-mère, c'est-à-dire nous. Cette jonction va se faire à travers les congrès panafricains. Les congrès panafricains sont des rassemblements qui vont réunir ce qu'on peut considérer comme la crème des élites noires des Amériques et des Caraïbes et la crème des élites qui sont issues de l'Afrique noire et qui viennent dans la logique de l'évolution coloniale. Il y a donc une idéologie intellectuelle qui se met en place pour construire une pensée de libération de l'Afrique. Et cette idéologie panafricaine, c'est elle qui est à la base de ce qui va évoluer dans différentes directions. Dans une direction poético-esthétique et littéraire, la négritude est l'une des conséquences de cela. Et il ne faut pas voir la négritude ce que certains acteurs du mouvement panafricaniste veulent y voir. La négritude est fondamentale pour nous et dans son entièreté. Sans la négritude, il y a un certain nombre de choses qui n'auraient pas pu être faites dans le chemin vers la libération de l'Afrique. Parce qu'on veut réduire la négritude à Senghor. Or, Senghor lui-même est un homme très complexe, autour desquels il y a de fortes controverses, sur lesquelles on ne reviendra pas ici. Donc, à travers ces congrès panafricains, il va s'établir donc le lien avec des intellectuels, notamment des intellectuels africains qui s'appelle Kwame Nkrumah. Francis Nkrumah, dit Kwame Nkrumah, qui va donc rentrer dans cette dynamique. D'autres intellectuels formés dans les universités américaines ou britanniques seront dans cette logique. Nnamdi Azikiwe, Jomo Kenyatta et autres. Et de l'autre côté, il y a également des intellectuels dans les zones francophones ou lusophones qui sont dans les mêmes mouvements et il y a un ensemble de discussions qui se font. Et ces discussions restent fondamentales dans la perspective d'une émancipation de l'Afrique. Il ne peut pas y avoir émancipation de l'Afrique si on ne se penche pas sur tout ce qui s'est fait depuis près d'un siècle ou un siècle et demi en termes d'initiatives intellectuelles pour voir les voies de l'autonomisation. Ce n'est pas parce que cela ne semble pas avoir réussi qu'il faut rejeter tout cela pour le moment. Sur ces bases donc, on peut envisager de discuter de la question qui nous est posée à partir de l'idée qu'il y a un lien, un entrecroisement entre le panafricanisme, démarche de libération et d'émancipation des Africains et des descendants d'Africains, et l'afrocentricité, qui est une méthode intellectuelle inventée par les intellectuels africains-américains dans les années 60, en réalité pour décoloniser les sphères des sciences sociales relatives à l'Afrique, relatives aux descendants africains installés aux Amériques ou aux Caraïbes. C'est ça l'esprit de l'afrocentricité qui me paraît tout à fait légitime. À partir de là, nous aborderons donc dans une première partie le panafricanisme comme condition fondatrice de l'afrocentricité. Sans le panafricanisme comme perspective globale, il n'y a pas d'afrocentricité. Et nous aborderons dans une deuxième partie l'afrocentricité comme consécution révélatrice du panafricanisme. Ça veut dire que c'est une conséquence du panafricanisme. Dans la première partie, le panafricanisme comme condition fondatrice de l'afrocentricité, je vous ai dit que le panafricanisme, c'est une démarche englobante qui pose le problème de l'insertion des cultures, sociétés et civilisations africaines dans le monde, de leur place dans le monde, dans une dynamique historique où ces formations-là sont extrêmement dévalorisées. Et ici, avec M. Balok, on a entendu une bonne partie de cette séquence qui a consisté à déprécier et à dévaloriser les Africains pour justifier la chose extrêmement perverse et l'ignominie qu'est la mise en esclavage qui est radicale. Je vous indiquerai pourquoi on ne peut la comparer à rien du tout, même quand on peut évoquer des formes de dépendance qui existent dans l'histoire des sociétés africaines. Donc c'est un code qui est un code métaphysique. Pourquoi ce sont les descendants d'Africains qui ont posé ce problème? Ils ont posé ce problème parce que c'est eux qui, en termes d'oppression socio-culturelle, étaient placés dans la situation où l'humanité des Noirs, s'il faut les appeler comme ça, était la plus en question. Voilà pourquoi ils ont recherché à retrouver un certain nombre d'arguments
pouvant leur permettre de justifier que le noir aussi a accès au patrimoine de l'humanité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais évoquer de grandes directions. D'abord, en ce qui concerne les souches géohistoriques et géoculturelles de la valeur Afrique. L'idée de parler de l'Afrique comme un ensemble géocivilisationnel est une idée fondée. Donc, il y a bien une idée. Et c'est cette idée de la valeur Afrique qui est précisément dans la réception qui a été faite du panafricanisme par certains intellectuels et militants politiques africains comme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a essayé de reconstruire ce qu'il appelle l'unité culturelle de l'Afrique, sur l'idée que l'Afrique est un ensemble qui a une pertinence. Et il s'est saisi précisément de deux cultures comme l'élément qui devait être le corpus fondateur de cette valeur Afrique. La culture de Kemet et la culture de Kouch, qui sont deux cultures essentielles. Et en cela, contrairement à ce qu'a pu dire une certaine réflexion entre guillemets occidentalo-centrique, qui n'est pas partagée par tous les intellectuels occidentaux, c'est tout à fait fondé pour les Africains de rechercher dans leur passé des sources de valorisation, parce que tout peuple, quel qu'il soit, noir, blanc, jaune, a besoin de se légitimer et de se valoriser. Il est donc important pour lui de trouver dans son passé des sources de valeur. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop disait que pour les humanités classiques africaines, comme il les appelait, le terme a été repris par ce qu'on peut appeler ses disciples, ses descendants, Omotunde et autres. Voilà pourquoi il parlait d'humanité classique. Et il comparait son projet de rechercher une valeur Afrique au projet des intellectuels et savants occidentaux qui ont construit Hellas, c'est-à-dire la Grèce, comme modèle de référence, comme modèle légitimant la valeur de l'ensemble des sociétés et des civilisations se rattachant à cette ère géoculturelle. Je ne rentrerai pas dans le fond pour dire ce qui fonde la valeur Afrique, mais on y reviendra dans les questions. Sachez qu'elle existe. Il y a également, ça c'est la deuxième direction, des bases cosmo-philosophiques et cosmo-métaphysiques de l'être Afrique. Vous voyez bien que ce sont des gens qui étaient de l'autre côté, qui ont posé le problème du panafricanisme. Or, ils auraient pu évoluer. D'ailleurs, comme ont évolué certains intellectuels américains ou caribéens actuels qui nient tout rapport à l'Afrique. C'est ça un peu le mouvement de la créolité, qui veut dissoudre et diluer l'africanité des îles au prétexte qu'il y a eu des métissages. Il y a certainement eu des métissages et il y en a toujours eu. Mais l'Afrique est la source fondatrice des cultures caribéennes et africaines, américaines, qu'elles le veuillent ou pas. C'est comme ça. Et c'est inscrit dans le corps. Sur l'élément de l'inscription dans le corps, posez-moi des questions, je vais vous le montrer. Dernier point de cette réflexion, c'est les ressorts de la puissance Afrique. Le panafricanisme recherche quoi? Il recherche à fonder une ère d'expansion, une ère de valeur et de puissance, c'est-à-dire ce que j'appelle un espace de référence impériale face aux autres grands boucliers civilisationnels qui sont généralement fondés sur un support continental ou semi-continental. Ces intellectuels pensaient qu'il fallait justement travailler dans le sens de l'unité culturelle des Africains, à la fois ceux qui sont installés en Afrique et ceux qui sont partis dans l'expérience douloureuse de la traite négrière pour redonner à l'Afrique la puissance. C'est ça, la fameuse renaissance africaine dont parle Cheikh Anta Diop. En deux, évoquons donc maintenant l'afrocentricité. L'afrocentricité, c'est une démarche éthique et politique qui a visé chez certains intellectuels américains, dont un qui s'appelait Arthur Little, je crois, et qui s'est rebaptisé Molefi Kete Asante, pour prendre un nom africain, d'avoir un regard autonome, débarrassé d'une influence, je dirais, occidentalo-centrique sur les expériences sociales et historiques des Africains et des descendants d'Africains. Le projet consiste à avoir un regard autonome qui ne soit pas inféodé à la manière dont le monde peut être vu à partir de référentiels, de concepts, d'idées et de valeurs qui seraient liées à l'Occident. C'est ça le fondement de l'afrocentricité. Parce que Asante parle d'afrocentricité et non d'afrocentrisme.
Ce sont les adversaires de l'afrocentricité, parmi lesquels Mary Lefkowitz, qui justement, dans le débat avec un autre intellectuel américain, Martin Bernal, qui avait écrit un livre qui s'appelait Black Athena, pour montrer les influences afro-asiatiques, surtout d'ailleurs phéniciennes, plutôt que proprement négro-africaines, qu'elles réagissaient. Et donc, dans cette logique-là, ils réagissent contre cette situation. L'afrocentricité vise alors à trouver une démarche autonome permettant aux Africains de penser leur propre expérience. Parce que dès que vous avez l'autonomie de penser, vous avez aussi l'autonomie d'organisation et l'autonomie d'action. Les visées politico-stratégiques, en fait, montrent que l'afrocentricité est sur le terrain des sciences humaines et des sciences sociales l'expression du panafricanisme classique. D'ailleurs, Asante, Charles Tree-Lynch et tous les autres se reconnaissent comme étant des disciples de Cheikh Anta Diop. Ivan Van Sertima qui est décédé, Runoko Rashidi, tous ces intellectuels, chercheurs et savants américains et caribéens partagent cet idéal. Voilà pour faire le tour de quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Et il est fondamental que je puisse le dire. L'Afrique ne peut pas avancer sans renouer les liens, sans recréer des chaînes, mais cette fois des chaînes positives avec les descendants d'Africains qui se trouvent aux Amériques. La libération de l'Afrique est en Amérique. C'est en Amérique qu'elle se joue. Non pas qu'elle ne se jouera pas en Afrique, mais l'Amérique, même dans l'évolution actuelle, reste la première puissance du monde. Et c'est en Amérique, et particulièrement aux États-Unis, que le combat de la dignité doit se gagner. Parce que c'est la première puissance du monde. Il est donc question que ce combat se gagne en Amérique, mais qu'il se gagne aussi en Afrique. Sur le terrain, par exemple, du scientifico-technique, voilà l'espace que l'Afrique doit explorer pour avoir le transfert de technologie. Personne d'autre ne le lui donnera. Ce ne sont que les Africains américains qui peuvent lui donner. Parce que vous devez savoir qu'une bonne partie de la science américaine a été produite par des chercheurs de toute race, dont aussi des Noirs. Et ce qui est valable pour l'Amérique est valable pour la nouvelle diaspora africaine, qui est installée particulièrement en Europe et dans une moindre mesure en Asie, mais surtout en Europe. Il n'y aura pas d'émancipation de l'Afrique sans cela. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur le thème. Je voulais revenir aussi sur certaines choses qui ont pu être dites très très rapidement. Sur la question de la servitude ou de la dépendance. La dépendance existe dans l'histoire de toutes les sociétés, même les sociétés africaines. Le problème, c'est l'intensification et la coloration de la dépendance. Pourquoi la dépendance est-elle très dure dans les sociétés d'origine indo-européenne? Je dirais que c'est une affaire historico-génétique. Les sociétés indo-européennes sont descendantes de groupes à la fois nomades, soit bergers, soit chasseurs, qui vivaient au départ dans un écosystème extrêmement hostile, qui a développé chez eux une agressivité particulière. Ces groupes-là vont affronter d'autres groupes qui, en termes d'organisation sociale, leur étaient largement supérieurs, vivant dans des conditions de sédentarité, vivant sur une base où il s'agissait de communautés de cultivateurs ou de pêcheurs. Ces groupes, ce sont les groupes installés particulièrement dans le Sahara alors humide, dans la vallée du Nil et dans toutes les autres vallées qui ont été colonisées. Il y a un rapport entre la montée en puissance civilisatrice et les vallées humides, parce que les premières grandes civilisations modernes du monde sont liées à des vallées humides. Vallée du Nil, vallée de l'Euphrate et du Tigre, vallée de l'Indus. Et ces civilisations, au départ, venant d'Afrique, étaient noires. Par le jeu de l'histoire, et on y reviendra dans les questions, les rapports de force se sont retournés. C'est de là que vient la dureté des formes de dépendance. Je vous donne enfin quelques exemples qui sont essentiels pour la discussion. Dans les sociétés africaines, où il existe des formes de dépendance qu'on pourrait activement appeler
esclavagistes. Vous pouvez voir un esclave devenir ministre. Il devient ministre du roi et il fait partie des ministres que le roi ne peut pas enlever. Ça montre quoi? Ça montre que l'esclavage, entre guillemets ici, n'est pas lié à une dépossession de la propriété sur son corps. Donc en réalité, il ne s'agit pas d'esclavage au sens strict. C'est une forme de dépendance. Même dans l'Égypte antique, il y avait des dépendants. On les appelait les Bakou, on les appelait les Remou. C'est ce que, dans le langage de l'égyptologie, entre guillemets, occidentalo-centrique, on appelle des esclaves. Et cet élément arrive parfois dans les sociétés arabo-musulmanes. Parce qu'au cœur des sociétés arabo-musulmanes, qui sont des sociétés sémites, il y a un puissant héritage négro-africain qui les travaille, mais qu'elles essayent toujours de nier. Parce qu'en réalité, les sémites historiques, les premiers sémites, si vous voulez, sont noirs. Ils ne sont pas blancs. Les sémites vont se métisser par la suite avec les indo-européens, et c'est ça qui donne ce qu'on peut appeler les nouveaux sémites, qui, eux, ont deux types de dispositions, c'est-à-dire juifs, arabes et autres. C'est pour ça que chez eux, il y a un côté d'un individualisme forcené, mais il y a de l'autre côté aussi un côté communautariste qui est permanent. Pour finir, je dirais une autre remarque, c'est par rapport toujours à ces questions de dépendance. Il y avait quand même une forme de dépendance extrêmement puissante en Égypte qu'on appelait le Seker Ankh. Le Seker Ankh, en réalité, c'est la première version de ce qu'on peut appeler le prisonnier politique. C'est lui, à la limite, qui pouvait être, entre guillemets, un esclave. Mais on n'était pas Seker Ankh en raison de sa race. On était Seker Ankh pour des raisons politiques. Ça n'avait rien à voir avec la race ou avec même la position sociale. Voilà, monsieur le modérateur, pour ne